Phuket, février 2023. Félix Bingui lance quelques glaçons sur la tête de Mehdi Laribi dans une discothèque thaïlandaise. Ce geste d'ivrogne déclenche la guerre la plus sanglante de l'histoire du narcotrafic français, avec 49 morts en 2023 à Marseille. Un adolescent de 17 ans lynché par 30 hommes pour venger cette humiliation tropicale. Comment des cubes de glace transforment-ils une fête d'été en apocalypse urbaine ? 55 lingots d'or de 24 carats, chacun pesant exactement 1 kg, empilés dans des caches ultra sophistiquées, dissimulées dans les entrailles métalliques de véhicules franchissant quotidiennement la frontière franco-italienne. Cette fortune scintillante, d'une valeur de 3,4 millions d'euros, ne représentera bientôt plus qu'un souvenir amer pour les dirigeants de la DZ Mafia. Car en ce matin du 7 septembre 2025, les gendarmes de la section de recherche de Marseille viennent de porter le coup le plus dur jamais infligé au système nerveux financier de l'organisation criminelle la plus redoutée de France. Amine O, surnommé Mamine Escobar ou encore Jalisco, contemple probablement les barreaux de sa cellule au Baumette avec une amertume nouvelle. Depuis sa prison, ce leader charismatique de 31 ans dirigeait un empire tentaculaire dont les ramifications s'étendaient de Marseille à Milan, du Kosovo à la Turquie. Mais aujourd'hui, son réseau de blanchiment international vient de s'effondrer comme un château de cartes sous les coups de boutoir d'une enquête franco-italienne d'une ampleur inédite. 30 millions d'euros. Voilà le montant astronomique que cette organisation criminelle avait réussi à recycler en seulement 10 mois, d'octobre 2024 à août 2025. 3 millions d'euros mensuels transitant par des circuits sophistiqués, transformant l'argent sale du narcotrafic français en lingots d'or étincelants, avant de disparaître vers les coffres-forts des Balkans et de la Turquie. Une machine à laver financière d'une efficacité redoutable, désormais réduite au silence par l'action coordonnée de près de 100 gendarmes de la Guardia di Finanza italienne. De ce coup du sort, il faut remonter aux origines de cette organisation exceptionnelle, car la DZ Mafia ne ressemble à aucune autre structure criminelle française, et sa capacité de résistance aux coups durs s'enracine dans une histoire unique, forgée dans les quartiers les plus difficiles de Marseille. Décembre 1990, un bébé voit le jour dans un appartement délabré de la cité Bassins. Mehdi Laribi ignorera longtemps que son surnom d'enfance, Tic, diminutif de rachitique, deviendra un jour l'un des noms les plus redoutés du milieu marseillais. Dans cette cité construite dans les années 60 pour loger temporairement les communautés gitanes et algériennes, l'enfant grandit au sein d'une fratrie de 5 enfants, dans un milieu social défavorisé, où l'espoir se mesure souvent en grammes de cannabis résine. La cité Bassins de cette époque ressemble à un laboratoire social à ciel ouvert. Les tours de béton gris s'élèvent comme des sentinelles moroses au-dessus d'un territoire oublié par les politiques publiques. Les ascenseurs tombent en panne régulièrement, les boîtes aux lettres sont éventrées, les halls d'entrée sentent l'urine et la peur. C'est dans cet environnement que Mehdi apprend les premiers codes de survie urbaine, où le respect s'impose par la violence et où les règles de l'État français paraissent appartenir à un monde parallèle. Lamine Laribi, son frère aîné surnommé Tac, devient rapidement son mentor et son complice. Ensemble, ils découvrent les lois impitoyables de la rue marseillaise, où la loi du silence règne en maître absolu et où les règlements de compte ponctuent le quotidien des habitants, comme une météo particulièrement morbide. Le 15e arrondissement, territoire historique du banditisme marseillais depuis les années 50, offre aux frères Laribi un terrain de jeu idéal pour leur premier pas dans la délinquance juvénile organisée. L'école devient vite un souvenir lointain pour les deux frères. Mehdi accumule les exclusions temporaires, puis définitives, multipliant les passages dans les établissements spécialisés où l'on tente vainement de le remettre sur le droit chemin. 2008 marque une parenthèse inattendue dans le parcours de Mehdi. Le jeune homme, exclu du lycée professionnel La Floride dans le 14e arrondissement pour ses comportements perturbateurs répétés, décroche miraculeusement un rôle au cinéma. Karim Dridi, réalisateur franco-tunisien reconnu dans le milieu du 7e art, lui confie le personnage de Rachitic dans son film Kamsa. Cette brève incursion dans l'univers cinématographique restera un accident de parcours dans une trajectoire déjà tracée vers les activités illicites les plus lucratives. Sur le plateau de tournage, Mehdi découvre un monde qu'il ne soupçonnait pas. Les techniciens, les acteurs professionnels, les régisseurs évoluent dans un univers réglementé où les conflits se règlent par la discussion et où l'argent arrive par virements bancaires officiels.
Mais cette découverte de la société légale ne le détourne pas de ses ambitions criminelles. Au contraire, elle lui offre une compréhension plus fine des mécanismes sociaux qu'il pourra exploiter plus tard pour développer son organisation. Car pendant que Mehdi joue les acteurs occasionnels, son frère Lamine affûte ses méthodes criminelles avec une détermination implacable. Les deux hommes observent avec attention l'évolution du narcotrafic marseillais, étudient les failles des réseaux existants, analysent minutieusement les erreurs tactiques de leurs prédécesseurs. Ils comprennent rapidement que dans ce milieu impitoyable, seule la violence extrême et l'innovation organisationnelle permettent de gravir les échelons de la hiérarchie criminelle established. Cette période d'apprentissage forge leur philosophie criminelle future. Contrairement aux anciens caïds qui s'appuyaient sur des relations familiales étendues ou des alliances territoriales héréditaires, les frères Laribi développent une vision purement fonctionnelle du crime organisé. Peu leur importe l'origine ethnique ou géographique de leurs collaborateurs potentiels, seul compte l'efficacité opérationnelle dans la poursuite du profit maximum. Noël 2011 rime avec baptême de sang pour la future DZ Mafia. Les enquêteurs découvrent rapidement que rien n'a été laissé au hasard dans cette opération de terreur. Reconnaissance préalable des lieux, étude des habitudes des victimes, choix tactique des armes utilisées, planification minutieuse de l'incendie destiné à effacer les preuves balistiques. Cette méthode professionnelle impressionne le milieu marseillais habitué aux règlements de compte plus artisanaux. Les frères Laribi démontrent qu'ils maîtrisent déjà les codes opérationnels des grands cartels internationaux, alors même qu'ils ne contrôlent encore que quelques cages d'escalier dans les quartiers nord. Cette ambition démesurée par rapport à leurs moyens réels intrigue autant qu'elle inquiète les observateurs du crime organisé local. Mais cette audace leur coûtera cher devant la justice française. 2015 sonne l'heure des comptes face aux magistrats de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Lamine Laribi, formellement reconnu coupable en tant que tireur principal de la triple exécution, écope de 25 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté incompressible. Mehdi, impliqué dans l'incendie du véhicule et considéré comme complice actif, se voit infliger 10 années de prison ferme sans possibilité d'aménagement de peine. Loin de marquer la fin de leur organisation naissante, ces condamnations lourdes constituent paradoxalement le terreau de leur future expansion internationale. Car c'est depuis leurs cellules respectives que les frères Laribi vont tisser les alliances décisives qui transformeront leur petit groupe local en cartel de dimension européenne. La prison devient leur université criminelle, lieu de formation accélérée aux techniques les plus sophistiquées du crime organisé moderne. Prison de Marseille, 2016. Mehdi Laribi fait la connaissance d'Amine O dans la cour de promenade réservée aux détenus de haute sécurité. Ce détenu charismatique de quelques années son aîné va bouleverser l'avenir de l'organisation criminelle naissante. Amine, déjà impliqué dans de multiples affaires de violences aggravées et de trafics internationaux de stupéfiants, possède une vision stratégique qui dépasse largement le cadre marseillais traditionnel du petit banditisme régional. Amine O rêve d'un réseau décentralisé et flexible. DZ fait référence à Dzaïr, l'Algérie en arabe classique, mais aussi au code ISO 3166-1 du pays selon la nomenclature administrative internationale. Cette double référence culturelle et bureaucratique traduit la volonté d'ancrage identitaire et d'expansion administrative de l'organisation naissante. Mais au-delà du symbole, les deux hommes développent une réflexion approfondie sur les faiblesses organisationnelles des réseaux criminels français traditionnels. Ils identifient 3 problèmes récurrents qui limitent le développement des organisations locales. D'abord, la dépendance excessive aux relations personnelles, qui fragilise la structure quand les leaders sont emprisonnés. Ensuite, l'attachement territorial excessif, qui empêche l'expansion géographique rapide. Enfin, l'improvisation tactique, qui rend prévisible l'action des forces de l'ordre. Leur solution innovante consiste à créer une structure hybride, combinant centralisation stratégique et décentralisation opérationnelle. Les grandes décisions continueront d'émaner du sommet de la hiérarchie, y compris depuis les prisons. Mais l'exécution quotidienne sera confiée à des équipes autonomes, responsables de territoires spécifiques. Cette approche leur permettra de maintenir le contrôle global, tout en développant une capacité d'adaptation locale remarquable. La formation carcérale de cette alliance stratégique dure plusieurs années. Amine et Mehdi perfectionnent leurs connaissances mutuelles, testent leurs réflexes de commandement, élaborent des codes de communication sophistiqués. Ils recrutent d'autres détenus partageant leur vision long terme du crime organisé,
constituant progressivement le noyau dur de la future organisation. Chaque jour de détention renforce leurs liens et affine leurs méthodes de coopération. Cette période d'incubation carcérale explique, en partie, la résilience exceptionnelle que démontrera plus tard la DZ Mafia face aux coups portés par les autorités, car les dirigeants ont appris à fonctionner ensemble dans les conditions les plus contraignantes qui soient, celles de l'emprisonnement français moderne. Ils savent communiquer malgré la surveillance, coordonner malgré l'isolement. Les méthodes ont évolué avec l'émergence des messageries cryptées, des crypto-monnaies, des drones de livraison, des réseaux sociaux utilisés comme outils de recrutement et de communication opérationnelle. Mehdi découvre un monde criminel digitalisé qu'il va devoir rapidement maîtriser pour reconquérir sa place dans la hiérarchie locale. Mais Mehdi ne revient pas seul de sa longue traversée carcérale. Les amitiés nouées en prison portent rapidement leurs fruits concrets sur le terrain marseillais. Rachid Gozal et WB, alias Fondu, dirigeant influent du clan de Marignane, acceptent de s'allier à la DZ Mafia renaissante après des négociations discrètes mais intensives. Cette coalition inattendue permet un contrôle immédiat de plusieurs points de deal stratégiques majeurs dans l'agglomération marseillaise. La Paternelle, dans le 14e arrondissement, Plan Daou dans le 16e, les tours de la Cité Calyste dans le 15e, passent rapidement sous influence directe ou indirecte de la nouvelle alliance. Ces territoires génèrent quotidiennement des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires grâce à la vente de détails de cannabis, de cocaïne et d'héroïne. Leur contrôle simultané procure à la DZ Mafia naissante une assise financière immédiate considérable, carburant indispensable au financement de l'expansion future. Gabriel O, dit Gabi, devient rapidement l'homme de confiance le plus proche de Mehdi dans cette phase de reconstruction organisationnelle. Ce tueur à gages de 29 ans possède un carnet d'adresses impressionnant dans le milieu très fermé des équipes feu, ces groupes de jeunes assassins professionnels qui louent leurs services aux plus offrants du milieu criminel français. Sa réputation de sang-froid et d'efficacité opérationnelle en fait l'exécutant idéal pour les missions les plus délicates de l'organisation renaissante. Depuis sa cellule des Baumettes, où il échoue quelques mois après la reconstitution du réseau, Gabi organise le recrutement de nouvelles recrues via les réseaux sociaux numériques, transformant Instagram et Snapchat en véritables agences d'intérim criminelles ultra-modernes. Condamné à 30 ans de réclusion le 22 mai 2025 pour une tentative d'assassinat spectaculaire à la Paternelle en 2021, il continue néanmoins de coordonner depuis sa prison les flux complexes de marchandises et d'argent de l'Empire DZ en expansion. Ces trois hommes développent depuis leur cellule une innovation organisationnelle majeure qui révolutionne le fonctionnement des organisations criminelles françaises. Contrairement aux structures traditionnelles qui s'effondrent automatiquement avec l'emprisonnement de leurs dirigeants historiques, la DZ Mafia met au point un système de commandement à distance d'une efficacité opérationnelle redoutable. Les téléphones portables, livrés par drones perfectionnés dans les cours de prison, un service surnommé ironiquement Uber Shit par les détenus bénéficiaires, permettent une communication constante et sécurisée entre les leaders incarcérés et leurs lieutenants en liberté provisoire ou définitive. Cette innovation technologique majeure transforme les cellules individuelles en véritables centres de commandement opérationnel, équipés numériquement comme des bureaux d'entreprise légale. Les messageries cryptées et les réseaux sociaux deviennent les outils privilégiés d'une génération de caïds version 2.0 qui dirigent leurs empires depuis leur prison comme d'autres PDG dirigent leurs multinationales depuis leur tour de bureau climatisé. Seuls 22 complexes pénitentiaires français sont équipés de systèmes anti-drones efficaces, laissant la majorité écrasante des prisons hexagonales vulnérables à ces livraisons aériennes nocturnes ultra sophistiquées. Cette révolution carcérale permet à la DZ Mafia de maintenir une cohérence stratégique remarquable malgré l'emprisonnement successif de ses principaux dirigeants. Les grandes orientations continuent d'émaner du sommet de la hiérarchie emprisonnée, tandis que les équipes opérationnelles externes exécutent les directives avec une efficacité qui surprend les observateurs habitués aux organisations criminelles traditionnelles, rapidement décapités par l'action judiciaire. Groupe de Français en vacances tropicales, bien mérité. D'un côté, Mehdi Laribi et ses hommes de la DZ Mafia profitant d'une pause récréative entre deux opérations criminelles d'envergure. De l'autre, Félix Bingui, alias Le Chat, et sa bande du clan Yoda concurrent, également présents sur l'île paradisiaque pour des raisons similaires de détente post-opérationnelle. Aucun des deux groupes antagonistes ne soupçonne que cette soirée tropicale apparemment innocente
va déclencher la guerre la plus sanglante de l'histoire moderne du narcotrafic français. Contemporary, l'ambiance festive de fin de soirée thaïlandaise, lubrifiée par des quantités considérables d'alcool local et de substances récréatives diverses, crée les conditions idéales pour un incident diplomatique criminel aux conséquences dramatiques durables. L'alcool coule à flot dans cette ambiance festive caractéristique des destinations touristiques asiatiques fréquentées par les criminels européens fortunés. Félix Bingui, visiblement très éméché par plusieurs heures de consommation intensive, repère Mehdi Laribi dans la foule dansante et décide spontanément de lui faire passer un message humiliant. Un geste apparemment anodin, mais lourd de symboles. Quelques glaçons lancés directement sur la tête de Tic suffit à enflammer une rivalité territoriale qui couvait depuis des mois dans les rues marseillaises. Dans l'univers très codifié du crime organisé méditerranéen, ce geste constitue une insulte publique majeure que les témoins présents ne peuvent ignorer. Tous les membres des deux clans comprennent instantanément qu'un seuil irréversible vient d'être franchi dans l'escalade de la tension interorganisationnelle. La bagarre qui s'ensuit immédiatement n'a rien d'exceptionnel techniquement parlant. Avec ses coups de poing échangés dans la confusion générale, les vigiles thaïlandais intervenant professionnellement, la séparation musclée des belligérants européens par la sécurité locale. Mais ce que personne ne peut soupçonner dans l'instant, pas même les protagonistes directs de l'incident, c'est que ces quelques minutes de violence alcoolisée vont transformer Marseille en champ de bataille urbain pendant les 12 mois suivants. Le vol de retour vers la France s'effectue dans une ambiance électrique, perceptible par tous les passagers des deux groupes antagonistes. Dans l'avion qui ramène les hommes de Tic vers Marseille, les téléphones portables chauffent déjà, avant même le décollage de l'aéroport international thaïlandais. Messages cryptés échangés à un rythme effréné, appels discrets mais tendus vers les lieutenants restés en France. Contacts d'urgence activés avec tous les alliés potentiels du réseau marseillais et européen. La machine de guerre DZ se met en branle avant même l'atterrissage prévu à l'aéroport de Marignane, révélant l'efficacité remarquable des systèmes de communication à distance développés par l'organisation. L'affront subi à Phuket doit impérativement trouver sa réponse sanglante dans les quartiers nord de la cité phocéenne, selon les codes d'honneur criminels qui régissent impérativement ce milieu ultra-violent depuis des décennies. 15 février 2023, 21h30 précise. La Paternelle, 14e arrondissement de Marseille. Un adolescent de 17 ans tout juste, membre de base du clan Yoda concurrent, remonte tranquillement l'avenue en direction de son domicile familial, après une soirée ordinaire entre amis du quartier. Il ne remarque pas les 30 silhouettes menaçantes qui surgissent progressivement de l'ombre des immeubles environnants, coordonnées par messages instantanés depuis les centres de commandement carcéraux de la DZ Mafia. Le jeune homme ne comprend pas immédiatement pourquoi tant de regards haineux convergent simultanément vers sa personne, ni pourquoi l'atmosphère nocturne du quartier change brutalement d'ambiance en quelques secondes. En réalité, il vient d'être désigné comme bouc émissaire sacrificiel dans la guerre qui commence. Victime collatérale d'un conflit qu'il ne comprend pas, mais qui va lui coûter la vie dans les minutes suivantes. En quelques secondes terrifiantes, le lynchage collectif commence avec une violence inouïe. 30 hommes contre un adolescent isolé et désarmé, les coups pleuvent, impitoyables et méthodiques, coordonnés comme une exécution militaire rituelle, plus que comme un simple passage à tabac improvisé. Elle démontre la capacité de mobilisation instantanée extraordinaire de l'organisation criminelle, dirigée depuis leur cellule par Amin Mamineo et ses collaborateurs emprisonnés. 30 hommes, parfaitement coordonnés, en quelques heures seulement, un message de représailles mortelles, délivré dans l'efficacité la plus brutale qui soit, une dispersion post-opérationnelle sans arrestation immédiate. La DZ Mafia vient de démontrer publiquement qu'elle possède désormais une force de frappe organisationnelle digne des plus grands cartels internationaux, comparable à celle des organisations mexicaines ou colombiennes qui terrorisent l'Amérique latine depuis des décennies. Cette capacité de réaction ultra rapide révèle le niveau d'organisation atteint par la structure criminelle marseillaise en seulement quelques années d'existence officielle. Les systèmes de communication carcérale permettent une transmission instantanée des ordres stratégiques, tandis que les réseaux opérationnels garantissent une exécution immédiate sur le terrain urbain. Cette coordination entre cerveaux emprisonnés et bras armés libres constitue une innovation majeure dans l'histoire du crime organisé hexagonal. Mais ce premier meurtre ne constitue que le prélude d'une escalade de violence qui va terroriser Marseille pendant de longs mois d'affrontements quotidiens. Car les deux organisations rivales vont désormais s'affronter sans retenue ni limite, dans une guerre totale
qui transformera certains quartiers marseillais en zones de guerre urbaine, comparables aux conflits armés qui ravagent d'autres continents. Nuit du 2 au 3 avril 2023, Marseille découvre l'apocalypse criminelle dans toute sa dimension horrifiante. 22h30 précise, la cité du Castellas, dans le 15e arrondissement, historiquement contrôlée par différentes factions criminelles concurrentes, résonne soudainement des déflagrations assourdissantes d'une fusillade, d'une violence absolument inouïe pour le territoire français continental. 3 victimes s'effondrent immédiatement sous les balles de gros calibre, tirées à bout portant par des assaillants organisés militairement. 2 ne se relèveront définitivement jamais de leurs blessures multiples. Cette tactique de guerre urbaine ne doit rien au hasard, ni à l'improvisation caractéristique des règlements de compte traditionnels du banditisme français classique. Nicolas Besson, procureur de la République de Marseille, habitué aux affaires criminelles les plus complexes, qualifiera plus tard cette période noire de guerre urbaine d'une intensité jamais égalée sur le territoire français depuis les conflits de décolonisation des années 60. Car derrière l'apparente anarchie meurtrière de ces règlements de compte répétés se cache une logique implacable et parfaitement structurée. L'objectif stratégique avoué consiste à éliminer méthodiquement et systématiquement tous les membres actifs du clan Yoda concurrent, de manière à établir définitivement l'hégémonie territoriale de la DZ Mafia sur l'ensemble de l'agglomération marseillaise et de ses extensions géographiques lucratives. Cette guerre d'extermination organisée ne laisse aucune place à la négociation, au compromis ou à la coexistence pacifique entre les 2 organisations rivales. L'été 2023 voit l'entrée en scène spectaculaire de Matteo Farina, tueur professionnel d'exception, spécialement recruté par la DZ Mafia pour accélérer définitivement la résolution militaire de ce conflit coûteux en ressources humaines et financières. Ce spécialiste de l'élimination va terroriser méthodiquement Marseille pendant 3 semaines consécutives, d'une efficacité meurtrière absolue, qui stupéfie même les observateurs habitués à la violence criminelle méditerranéenne. 6 homicides parfaitement réussis en moins d'1 mois calendaire, soit un ratio de productivité mortelle qui ferait pâlir d'envie les sicarios professionnels des cartels mexicains réputés pour leur efficacité opérationnelle internationale. Farina ne se contente pas d'éliminer techniquement ces cibles désignées par la hiérarchie des Z. Il transforme méthodiquement chaque meurtre en message terroriste. Cette approche véritablement scientifique du meurtre de masse traduit directement l'influence des codes opérationnels des cartels internationaux que la DZ Mafia étudie attentivement et adapte intelligemment au contexte français spécifique. Ces transferts de technologies criminelles placent l'organisation marseillaise au niveau des structures les plus sophistiquées de la planète criminelle. Cette méthode professionnelle impressionne durablement le milieu marseillais local, habitué depuis des décennies aux règlements de compte plus artisanaux, caractéristiques du banditisme français traditionnel. Les frères Laribi et leurs associés démontrent concrètement qu'ils maîtrisent parfaitement les codes opérationnels des grands cartels internationaux, alors même qu'ils ne contrôlent encore directement qu'une fraction du territoire marseillais disponible. Cette ambition stratégique démesurée par rapport à leurs moyens territoriaux réels intrigue et inquiète simultanément tous les observateurs spécialisés du crime organisé méditerranéen. Elle révèle une vision à long terme qui dépasse largement les enjeux locaux immédiats, suggérant des ambitions d'expansion géographique qui dépassent le cadre marseillais traditionnel pour envisager une hégémonie criminelle à l'échelle européenne. 2023 s'achève sur un bilan effroyable qui marque durablement l'histoire criminelle française contemporaine. 49 narcomicides officiellement recensés à Marseille, un record historique absolu qui place la cité phocéenne au niveau statistique des villes les plus dangereuses d'Amérique latine, réputées pour leur violence criminelle endémique. Selon les analyses détaillées du procureur Nicolas Besson, spécialiste reconnu de ces questions complexes, 34 de ces assassinats sont directement imputables aux équipes opérationnelles de la DZ Mafia, contre 24 attribués aux forces restantes du clan Yoda en résistance. Soit 73% des homicides marseillais directement liés à ce conflit nés stupidement d'une poignée de glaçons jetés dans une discothèque thaïlandaise par un homme ivre. Ces chiffres macabres masquent une réalité sociologique beaucoup plus complexe que les statistiques brutes ne peuvent révéler. Elle élimine désormais exclusivement, par stratégie commerciale, froide, dans le cadre d'une planification économique qui traite la mort concurrentielle comme une variable d'ajustement parmi d'autres, dans l'optimisation globale de ses parts de marché illégales.
Cette mutation anthropologique majeure révèle l'émergence d'une criminalité véritablement postmoderne, détachée des considérations morales ou émotionnelles traditionnelles. 8 mars 2024, Casablanca, Maroc. Félix Bingoui, alias Le Chat, découvre brutalement dans sa planque africaine que fuir à l'étranger ne suffit plus à échapper définitivement à la justice française moderne, équipée de moyens de coopération internationale sophistiqués. Son arrestation dans la capitale économique marocaine, résultat de plusieurs mois de coopération policière franco-maghrébine, marque symboliquement la fin de sa résistance face à la puissance de feu militaire et judiciaire déployée par la DZ Mafia et ses alliés institutionnels. Celui dont les glaçons stupides avaient déclenché mécaniquement l'une des guerres criminelles les plus sanglantes et les plus coûteuses de l'histoire française se retrouve désormais menotté dans un commissariat marocain en attente d'une extradition inévitable vers les tribunaux hexagonaux qui l'attendent avec un dossier d'accusation particulièrement fourni. Cette internationale poursuite révèle les capacités remarquables de la coopération judiciaire européenne et africaine moderne. 22 janvier 2025 confirme définitivement cette victoire policière et judiciaire. L'extradition réussie de Le Chat vers la France scelle symboliquement et juridiquement la victoire complète de la DZ Mafia dans ce conflit fratricide qui aura duré près de 2 années complètes de violence urbaine continue. Mis en examen et immédiatement incarcéré dans l'attente de son procès, Félix Bingoui paye finalement cash son geste imbécile de Phuket et la résistance de son clan face à l'hégémonie territoriale DZ. Mais sa chute personnelle révèle surtout publiquement l'étendue impressionnante des connexions internationales que l'organisation marseillaise a réussi à tisser en quelques années avec les services de police européens, africains et probablement d'autres continents. Elle peut éliminer systématiquement ses concurrents par la violence industrialisée et professionnelle pour gouverner ensuite dans une paix relative qui masque intelligemment un contrôle totalitaire du marché illégal, local et régional. La DZ Mafia a littéralement réinventé les codes traditionnels de la criminalité organisée française en s'inspirant directement des méthodes éprouvées des grands cartels internationaux. Cette mutation criminelle majeure inquiète légitimement les autorités françaises et européennes car elle préfigure probablement l'émergence de nouveaux acteurs criminels continentaux capables de rivaliser avec les organisations mafieuses traditionnelles établies depuis des siècles sur leurs territoires historiques respectifs. La France découvre qu'elle peut produire des cartels modernes aussi efficaces que ceux d'autres continents réputés plus violents.